Alors du coup, moi je suis Camille Levy, je suis une interne en médecine d'urgence, actuellement en stage à la réanimation polyvalente de l'hôpital militaire de Percy. Et je vais vous présenter aujourd'hui un sujet intitulé Bassin à risque dépisté sans faillir pour éviter le pire. Et ce travail a été réalisé sous la supervision du docteur Martinez Thibault, qui est absent ce jour. Donc on va d'abord commencer par le cas clinique. Je ne sais pas si on peut l'effacer ou... Tu peux le décaler. Parce que tout à l'heure, il me semble qu'il n'était pas... Et si tu appuies sur la flèche, normalement tu dois baisser le cas clinique. Ok, c'est parti. Désolée. Donc on va commencer par le cas clinique. Donc c'est l'histoire de Monsieur H, un patient de 38 ans qui a comme antécédent une obésité et une rectocolite hémorragique sous immunosuppresseur, qui subit vers minuit et demi un AVP, donc moto contre VL, donc classé à haute cinétique avec une projection de 5 mètres. Quand le SMUR arrive, 15 minutes plus tard, le patient présente des constantes notées 6 juin, donc 120 par minute de fréquence cardiaque, une petite hypotension, un Glasgow 15, pas de désaturation et un hémoQ initial à 13 grammes par décilitre. Il se plaint de douleurs lombaires, il présente une déformation du membre inférieur droit en rotation externe, une plaie profonde du coude droit qui est non hémorragique, et il n'y avait pas d'argument clinique pour un patient instable par les médecins du SMUR. Ils décident, ils font comme traitement thérapeutique un remplissage par un lactate qui permet de corriger l'hypotension, un grappe déglacyle puis un entretien, et ils le déplacent par un matelas coquille seul. Ils le transportent ensuite au SAU de Chartres, pour lequel ils font un scanner injecté qui retrouve, comme visualisé sur l'image, une fracture du sacrum, une fracture du cadre obturateur droit, avec suspicion de disjonction pubienne, un hématome du psoas sans saignement actif et une contusion pulmonaire isolée. Devant l'absence de possibilité de prise en charge sur place, il décide de transférer le patient donc à Percy en lui mettant une ceinture pelvienne. Et quand ils arrivent à Percy, quasi 4 heures après le début de l'incident, le patient est toujours stable sur tous les plans, sous 2 litres d'O2, avec une phase écho réalisée à l'arrivée au déchaud qui est négative et un bilan biologique qui était normal. On décide d'introduire un traitement par augmentin, d'optimiser l'antalgie. Et on fait ensuite une relecture du scanner par notre radiologue qui est plus expérimenté dans la lecture des scanners de polytraumatisés, qui confirme les lésions précédemment vues, avec un avis orthopédique qui ne recommandait pas d'indication chirurgicale du bassin en urgence, mais qu'en revanche, il y avait une indication au parage et à l'exploration de la plaie du coude droit. Il est donc transféré en orthopédie le matin, avant le bloc chirurgical pour le parage de la plaie du coude dans la journée, sans introduction de prophylaxie antithrombotique immédiate. 8 jours plus tard, il est réopéré du bassin et 24 heures après l'intervention du bassin, dans le service de chirurgie, apparaît une désaturation avec une oxygénoréquérence à 6 litres, sans instabilité hémodynamique. Ils font un scanner injecté qui retrouve une embolie pulmonaire proximale droite et cela entraîne une modification thérapeutique avec l'introduction d'une anticoagulation préventive, curative à la place de l'anticoagulation préventive. Donc, à la suite de ce cas clinique, dont on a entendu parler du service de la réanimation, puisque c'est moi et un de mes chefs qui avaient accueilli ce patient au déchocage initialement, on s'était dit c'est quand même des traumatismes du bassin, c'est régulièrement des choses qu'on voit en trauma center, et ils sont à risque de complications thromboboliques. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il y aurait un intérêt de dépister systématiquement ces complications thromboemboliques chez les patients traumatisés du bassin? Donc déjà, première question, pourquoi on s'est posé cette question? Tout d'abord parce que l'incidence des fractures pelviennes est assez élevée. Comme on le voit sur cette figure, qui présente en abscisse les données de 2016 à 2017, les années 2016 à 2017, ainsi qu'en ordonnée l'incidence pour 1000 personnes des fractures pelviennes, on voit que elle a augmenté de 17,1 à 28,3% en 10 ans, soit une augmentation de 66%. Également une augmentation de la prise en charge chirurgicale de ces fractures du bassin, puisqu'il est passé de 1,43% à 2,16% en 10 ans, qui correspond à une augmentation de 51%. Donc ça a été issu d'une donnée d'une étude française, basée sur les données de la CPAM, qui date de 2019.
Ensuite, donc, parlons également de l'incidence des maladies thromboemboliques veineuses dans les traumatismes du bassin. Et on parle ici d'une étude, d'une revue systématique de 12 études américaines de 1269 patients réalisées en 1996, qui montrait que dans 30 à 65% des cas, les patients, le risque de survenue d'une thrombose veineuse est de 35 à 60% dans certaines séries, que dans 25 à 30% des cas, elle est à risque de provoquer des emboles, et que dans 2 à 10% des cas, elle peut provoquer des embolies pulmonaires. Qui dit embolie pulmonaire dit risque d'EP fatal qui survient dans 0,5 à 2% des cas. Donc, à la question combien, on voit bien qu'il y a une incidence des fractures du bassin en hausse et que l'incidence des complications thromboemboliques est élevée. Maintenant, quel est le risque, donc l'impact clinique de ces maladies thromboemboliques veineuses? Tout d'abord, l'EP qui survient dans 2 à 10% des cas, comme on le disait, est la troisième cause de décès chez les survivants aux 24 premières heures après un traumatisme, que ça augmente la durée de séjour, que ça augmente la durée de ventilation mécanique, que ça augmente également les infections nosocomiales et que ça multiplie par 10 le taux de mortalité chez les patients traumatisés majeurs. Donc ça vient également d'une étude tunisienne, une revue systématique qui date de 2020. Maintenant, quel est le risque? Donc on l'a dit, augmentation de la mortalité hospitalière, et qui elle concerne? En termes de facteurs de risque, il y a énormément d'études qui sont sorties depuis les années 90 pour identifier quel patient après un traumatisme est à risque de développer ou non des complications cardio-emboliques, thromboemboliques, et je me suis plutôt intéressée à une méta-analyse canadienne qui regroupait 30 études et quasi 2 millions de patients qui identifiaient comme principaux facteurs de risque, donc l'injury severe score, la présence ou pas d'une intervention chirurgicale, un traumatisme du pelvis, l'âge, l'obésité, l'introduction précoce versus retardée d'une thromboprophylaxie, l'atteinte des extrémités inférieures, l'utilisation d'acide tranexamique et le sexe, et également les traumatismes musculaires. Si on revient à notre patient, il avait un ISS à 29, une prophylaxie qui a été introduite plus tard dans le contexte où il a une première opération chirurgicale dans les 24 premières heures pour la plaie du coude. Il était de sexe masculin, obèse, et il a eu l'exacier. Maintenant, quand on se retrouve face à ça, comme le topo précédent, on a un peu du mal à se dire à partir de combien de facteurs notre patient est à risque, 1, 2, 3, on ne sait pas vraiment. Et finalement, a été introduit un score, donc c'est le score de Greenfield, c'était une étude datant de 1997. Donc c'est un score pondérant les facteurs de risque couramment associés à une incidence accrue de thrombose veineuse profonde chez les traumatisés. Cet outil a été appelé le score de profil d'évaluation, donc Risk Assessment Profile pour les complications thromboemboliques, qui permettait de stratifier simplement les patients dans les 24 premières heures à risque de développer ces complications. Dans leur étude, les patients à haut risque, donc c'est-à-dire un REP score supérieur à 5, étaient à risque, avaient un risque multiplié par 3 de complications thrombotiques, mais qu'il n'y avait pas de lien entre la sévérité de ce score et le taux de complications thromboemboliques. Chez notre patient, si on revient sur ses caractéristiques et ses facteurs de risque, il présentait l'obésité, une coagulation qu'on pourrait qualifier d'anormale dans le contexte où il avait une rectocolite hémorragique, et également une fracture du pelvis qui classait un RAP score à 8 et donc à haut risque de présenter des complications thromboemboliques veineuses. Donc, qui identifiait les patients à risque. Maintenant, comment on peut essayer de prévenir ces complications? Et je vais vous parler maintenant d'une étude de Saint-Joseph qui a été réalisée, donc qui est apparemment plutôt le centre référent des prises en charge des bassins, des chirurgies du bassin. Donc, ils ont réalisé une étude en 2021 prospective monocentrique de 100 patients âgés de plus de 18 ans qui présentaient une fracture du bassin et pour laquelle une chirurgie était indiquée, avec comme premier objectif de diminuer la mortalité périopératoire associée au risque de complications thromboemboliques veineuses par l'application et la création et l'application d'un protocole de dépistage systématique. Et l'objectif secondaire, c'était de comparer les deux moyens de dépistage. Donc le protocole consistait en l'introduction précoce d'une prophylaxie antithrombotique plus des compressions veineuses intermittentes.
le dépistage préopératoire systématique 48 heures avant la chirurgie par Doppler veineux de membre inférieur et de la veine cave inférieure, et la réalisation d'un phléboscan abdominopelvien, plus ou moins d'un angioscalaire thoracique en cas de symptômes d'embolie pulmonaire. Et si ce dépistage était positif, l'introduction d'une anticoagulation curative pendant les 48 heures avant la chirurgie. Et la pose d'un filtre cave seulement si les thromboses veineuses étaient proximales, c'est-à-dire au-dessus de la veine occlutée. Maintenant, en termes de résultats, parlons donc des taux de complications thromboemboliques veineuses. Ils étaient de 21% dans cette étude, dont 90% étaient asymptomatiques. Si on compare un petit peu les performances diagnostiques, les Dopplers veineux permettaient de détecter 80% des événements thrombotiques, et le phléboscan 60%. Le taux plus bas de détection du phléboscan est expliqué par le fait qu'il privilégiait seulement le bassin et permettait de visualiser seulement les axes veineux proximaux, notamment fémoraux, et qu'il n'allait pas jusqu'au bout des membres, à la différence de l'écho-Doppler, qui peut être fait assez simplement et partout. Il n'y avait cependant pas de sensibilité ou de spécificité décrite dans cette étude, pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'absence d'examen de référence permettant de confirmer formellement le diagnostic d'événements thrombotiques. Il est donc difficile de conclure au-delà de l'étude. Donc, dans cette étude, de la supériorité de l'un ou de l'autre pour détecter les complications thromboemboliques. Et il y aurait nécessité de réaliser des études comparatives sur un même groupe de patients. En termes d'objectif principal, donc l'objectif principal de cette étude, je l'ai dit, c'était de diminuer la mortalité et la morbidité périopératoire liées aux complications thromboemboliques. Il n'a pas pu être démontré puisque seulement un événement mortel avait été objectivé dans cette étude. Donc il explique par deux phénomènes. Donc l'événement décès, c'est plutôt rare, donc comme je disais, il n'y en avait qu'un dans l'étude, et que le nombre de patients inclus était insuffisant compte tenu de la fréquence de la pathologie décrite. Il recommande cependant de réaliser de manière systématique un Doppler 48 heures avant la chirurgie, et en complément, un angioscan abdominopelvien si le Doppler n'a pas permis de visualiser les veines iliaques ou fémorales. Pour aller un peu à l'encontre de l'étude sur la diminution de la mortalité, je vous parlais de M. Polonès, qui est rétrospectif, qui était composé de 3186 patients qui présentaient une fracture du bassin ou de l'acétabulum. Et ils ont comparé donc deux groupes de patients, un premier inclus entre 2001 et 2013, puis le deuxième entre 2013 et 2021. Et en 2013, ils ont introduit un protocole de dépistage systématique par une écho-veineuse ou un angioscan thoracique. Et on voit pour le coup que chez les patients dépistés, forcément le nombre d'événements thromboemboliques est plus important, mais qu'en revanche le nombre de décès soudains était significativement plus bas. Donc comment on pourrait prévenir? Donc introduire un protocole de dépistage, mais surtout le fait de l'introduire, qu'est-ce que ça impliquerait en termes de thérapeutique? Si l'événement survient en post-opératoire, on ne se pose pas vraiment de questions, on introduit un traitement anticoagulant. Toute la question va être de discuter de la découverte d'un événement thrombotique en préopératoire. Dans l'étude de Saint-Joseph, toujours, il préconisait l'introduction d'une anticoagulation curative 48 heures avant la chirurgie et la pose d'un filtre cave si la thrombose proximale était présente au-dessus de la veine occlutée. Quand on regarde un peu les études, on a l'impression que tout penche en faveur de l'introduction de ce protocole systématique, notamment pas de complications hémorragiques liées à l'introduction d'un traitement anticoagulant, pas de complications liées à l'injection du produit de contraste, que sur les 10 filtres CAF posés, il n'y a qu'une migration qui classe l'incident rare à moins de 1%, et qu'a priori, ça permettrait quand même de prévenir des complications graves telles que l'embolie pulmonaire. Quand on prend un peu plus de recul, on a un peu plus de doutes, puisque voilà, faire un dépistage systématique, c'est un coût financier, c'est l'irradiation avec le scanner, que, a priori, selon les études datant de 97, un RAP score inférieur à 5, ça n'aurait pas d'intérêt de les dépister. Et il y a également un coût humain, puisqu'en réanimation, quand ils sont en service de chirurgie, ça ne pose pas forcément de problème, moins de problème, on va dire, de les transporter. Mais des patients souvent polytraumatisés en réanimation, on n'est pas sur la même facilité à les conduire au scanner. Tout ça, donc tout ce topo est basé sur un paradigme qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme quoi tout événement, donc la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire, serait une même maladie, donc c'est les maladies thromboemboliques veineuses.
D'où l'intérêt d'essayer d'introduire un dépistage systématique et d'un traitement qui pourrait éviter donc l'amélioration des emboles et donc éviter les EP et donc diminuer la mortalité. Mais la détection des EP, on s'est rendu compte dans certaines séries d'études qu'elle était parfois très précoce, après un traumatisme, parfois plusieurs heures, à 1 ou 2 jours. Et se sont posé la question de l'équipe de Knudsen et Hall en 2022 qui ont sorti une étude et ils se demandaient si les caillots se formeraient-ils pas de manière de nouveau, indépendamment des emboles veineuses profondes, liées à un phénomène qui serait inflammatoire, et on parlerait d'une nouvelle entité qui s'appellerait la thrombose pulmonaire. On a trouvé intéressant de détailler un peu plus cette étude. Donc, elle a été prospective observationnelle sur 17 trauma centers de niveau 1 aux États-Unis, qui incluaient des patients de 18 à 40 ans traumatisés, qui présentaient au moins un facteur de risque d'événements thromboemboliques veineux, hospitalisés depuis 48 heures. Donc, sur les 7880 patients traumatisés, ils les ont intégrés en 4 groupes: ceux qui n'avaient aucun événement, ceux qui avaient seulement des thromboses veineuses profondes, ceux qui avaient une EP, c'est-à-dire qui étaient diagnostiqués associés à un événement, à une thrombose des veines, et les thromboses pulmonaires, c'est-à-dire seulement un caillot pulmonaire et pas de thrombose veineuse associée. Si on regarde un peu les résultats, donc les facteurs de risque indépendants associés au développement de la thrombose. Pardon, dans le tableau, c'est les résultats de cette étude qui est une analyse multivariée, qui montre que dans les patients présentant une thrombose pulmonaire, il y avait 3 facteurs de risque indépendamment associés. Le choc à l'admission, les lésions thoraciques majeures et les antécédents de thromboembolie veineuse. Mais tous ces 3 facteurs n'étaient pas présents dans les 2 autres groupes, c'est-à-dire les groupes embolie pulmonaire et le groupe thrombose veineuse profonde seul, ce qui pourrait conforter l'idée que les caillots pulmonaires après un traumatisme ne sont pas forcément tous d'origine embolique, ce serait plutôt une combinaison d'embolie pulmonaire et de thrombose pulmonaire, et que les thromboses pulmonaires posséderaient ses propres facteurs de risque indépendants de ceux classiquement retrouvés dans les thromboses veineuses profondes. Si on parle un peu physiopathologie, on rappelle la triade de Virchow qui comprend donc la stase, les lésions endothéliales et l'hypercoagulation. Cette étude propose une nouvelle triade, donc ce serait la triade des thromboses pulmonaires dans le contexte de trauma, qui remplacerait le phénomène de stase par le phénomène plutôt d'inflammation, qui entraînerait l'hypercoagulation et les lésions endothéliales. Donc finalement, pour conclure, le dépistage systématique, on aurait plutôt tendance à dire non. Comme on l'a montré dans ce topo, il n'y aurait pas d'intérêt si le risque assessment profile serait inférieur à 5. C'est un coût financier humain, c'est l'irradiation pour les patients chez qui on fait un scanner. Les points plutôt en faveur, c'est que l'écho est plutôt rapide et simple, qu'il y a peu de complications périopératoires liées au traitement dans les études mentionnées, et permettrait de diminuer le risque d'embolie pulmonaire et donc de mortalité, en prenant en compte tout de même qu'il y aurait potentiellement une nouvelle entité, c'est-à-dire la thrombose pulmonaire, de nouveau, qui est souvent associée au trauma pelvien chez les patients polytraumatisés. Et enfin, pour conclure, un petit algorithme de prise en charge de protocole, qui consistera à l'introduction d'une thromboprophylaxie précoce par héparine et par compression veineuse intermittente, d'identifier les patients à risque, notamment avec le REP score. S'il est inférieur à 5, dans ce cas-là, on fait un dépistage que si les patients présentent des signes cliniques. S'il est supérieur à 5, on fait un dépistage systématique par Doppler, écho-Doppler, plus ou moins un phléboscan abdominopelvien, plus ou moins un angioscan s'il y a des symptômes de paix. Et si ce dépistage est positif, on pourrait discuter donc de l'anticoagulation curative 48 heures avant bloc et de la pose d'un filtre CAD si la thrombose détectée est au-dessus de la vébopité. Et si elle est distale, juste une anticoagulation simple. Merci à tous.